Bon, en tout cas, merci aussi à tout le monde qui sont là. Vous savez que la soirée qui vient va vous être expliquée par Vincent. La soirée, c'est dans le cadre de Sévénadur. Sévénadur, les rencontres Sévénadur qu'on fait tout le temps sur Rennes, et alentour, avec une trentaine d'associations qui sont partenaires. Et là, le partenariat, c'est Cercle Celtique, comme ne parvenez, Cercle Celtique et Dastum, c'est ça. Dastum et le Cercle Celtique, bien sûr, c'est lui qui portant la série. Bon, René, elle a pas rentré, bien sûr. René. On a bien mangé. Bravo pour leur part. Du coup, là, elle a dit c'est Dastum, le Cercle Celtique et René. C'était important à dire. Bon, alors la seuillerie là, c'est une seuillerie spéciale pour Eugénina Duplessis. Eugénina Duplessis, la dernière bonnerie de Dastum, le livre sur Angelina, et je suppose que tu as envie d'en parler un petit peu quand même. Mais bon, bah, je vais te laisser. Mais tout est en train de tomber en panne là, alors. Bon, alors, le temps que ça on avait tout essayé, ça marchait. De toute façon, je reprends la parole, alors du coup là, le temps de se préparer. Alors, donc, pour les siens qui ne savent pas, ça dure jusqu'au prochain dimanche. Le prochain dimanche, Sévénadur, avec des soirées demain, par exemple, vous pouvez venir danser ici. Jeudi, aller danser à l'autre bout de la ville, parce que bon, on se déplace pour faire danser le monde. Il y a des soirées sur les langues, il y a des soirées sur la chanson, je pense, et voilà. Et ça finit par le forum à la Martineau dimanche. Voilà, donc Sévénadur, de belles rencontres. Si vous ne savez pas ce que faire de vos séries, vous avez qu'à venir de nous. On s'amusera d'ensemble. Et là, maintenant, ça marche pas. Ça va tenir. Ça peut être difficilement. Même si ça peut réaliser. Oui, bah, si vous avez d'autres cas à faire, de toute façon, vous serez moins bien qu'avec nous. Allez, bon, bah, écoutez, on va chanter le conteur et passer une bonne soirée. Bravo! Il a parlé de la bibliothèque, c'était une soirée pour la bibliothèque. Il n'a pas parlé de la bibliothèque. Voilà. Donc c'est dans le cadre de la bibliothèque, parce qu'il y a une bibliothèque au cercle qui est située juste derrière. Et on peut faire des emprunts de livres. Voilà, donc je fais de la pub. Il faut les rapporter. Il faut les rapporter. On peut même emprunter celui-là? Non, mais t'es déjà venu, t'as déjà fouillé. Il faut venir fouiller. Et c'est dans ce cadre-là, comme le livre sortait, l'année dernière on avait fait une soirée comme ça avec Jean Baron, parce qu'il avait sorti un livre, donc il était venu chanter, sonner, tout ça, un peu de tout. Et puis donc aujourd'hui, c'est grâce à Dastum qui a proposé, avait proposé de faire cette soirée-là dans le cadre de Sévénadur. C'est cool. C'est bon demain. Et Angelina est excusée, elle n'a pas pu venir. Donc ça y est, ça va bientôt venir, je pense. Peut-être, non? Bah, normalement, ça devrait marcher maintenant. Il y en a entre nous. Oui. Petit bain brancheur. Bah oui, tout est bien branché tout à l'heure. Ah, ça a raison, ça a roulé. T'as pas présenté Gaëtan. S'il y a des listes, c'est pas pour rien. Allez, tant pour la bonne. En sous-marin. Gaëtan Comme toute la sécurité, quoi. Ouais, exactement. Voilà, je l'ai pas misé. Voilà, c'est le café. Voilà, ça y est, Ça va marcher. Regarde donc, là. Bon, alors je vous présente un petit peu l'ouvrage et puis je vous raconte un petit peu l'histoire de ce bouquin-là et de ce qu'il y a dedans. Alors il y en a qui ont déjà entendu, mais vous êtes au moins 3 ou 4 à peut-être pas avoir entendu ça. Et puis après, donc c'est un recueil de chansons et de contes. Hein, donc après, l'idéal c'est évidemment de faire la place aux conteurs et aux chanteurs pour remettre tout ça en pratique. Donc c'est des contes et des chansons qui ont été recueillis pendant la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et donc c'est dans la collection de Dastum Patrimoine oral de Bretagne. Donc Dastum, s'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas, non, tout le monde connaît un petit peu, non, peut-être madame, si vous connaissez. Donc c'est une association qui rassemble tous les collectages sur le patrimoine oral en Bretagne, les chansons, les contes, la musique. Donc c'est surtout des enregistrements sonores dont on s'occupe, mais il y a aussi cette collection de livres pour publier les collectages qui ont été faits au 19e siècle ou au début du 20e et qui étaient restés à l'état de manuscrit.
Donc voilà, il y a eu plusieurs ouvrages dans cette collection-là déjà de sortie. Et puis cette année, donc c'était intéressant de le présenter dans le cadre de Sévénédure, parce que ça, c'est une collecte qui concerne Rennes, la ville de Rennes même. Et c'est assez original comme collecte. Donc je vous présente un petit peu l'ouvrage, et puis après je vais passer la parole aux conteurs et aux chanteurs. Alors des chanteurs, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'ils sont tous dans une autre soirée. On avait demandé il y a quelques mois aux chanteurs du Conservatoire de Rennes de travailler les chansons, puisque c'est des chansons qui ont été collectées avec les paroles et aussi les partitions. Et donc, comme dans les chanteurs traditionnels, il n'y en a pas beaucoup qui savent lire la musique, on a demandé à ceux du conservatoire, qui sont des chanteurs trad, mais aussi qui savent un peu lire la musique, de travailler les airs. Voilà. Bon, ils ne sont pas là, ils ont autre chose ce soir, mais il y a les chanteurs du cercle qui sont là, il y en a au moins 2, et non des moindres, qui seront là pour chanter les chansons. Et donc on a demandé à 3 conteurs de la région de Rennes de venir se réapproprier, 4 pardon, de se réapproprier les contes d'Angélina Duplessis pour les faire revivre, parce que c'est notre but ultime à Dastum, c'est pas seulement d'accumuler des archives, c'est de continuer de faire pratiquer ces chansons et ces contes-là. Donc Jean-Pierre Mathias, qui est un petit peu à l'origine de la découverte de tout ça, je vais en reparler après, c'est Gilles, hein, c'est ça? Je ne sais pas ton nom de famille. Cotonec. Le Cotonec. C'est bien aussi. Qui suit les ateliers de contes avec Jean-Pierre, c'est ça? À la Bouèze. Hein, si vous voulez vous inscrire aux ateliers de contes pour apprendre des contes. Didier Offray, de Verne-sur-Sèche passé. Passeur. Passeur, mais Je vote à Passeur. Hein. Ah ouais, d'accord. T'es pas encore tout à fait installé à Verne alors? Je ne le serai jamais. Jamais. T'as vu que le père d'Angelina est né à Verne, hein? Ah ben, Verne, hein. chacun porte sa croix. Voilà. Mais non, mais un matin, j'ai vu Verne, j'étais à Saint-Herblon, à rapport à Noël Dufay. Il faudra que tu te mettes à Dufay aussi. C'est Didier pour faire. C'était un gars de Saint-Herblon qui avait prêché de compte aussi. Mais ce sera l'objet d'une autre soirée. Une autre femme. Je te dis que c'est pas mon quartier, que je sois notre passeur, que ma mère ne me laisse. Le Pouet, Ouais, c'est incroyable ça. Et Pascal Renaudin, qui est un conteur aussi de la région de Rennes, de Bréal-sous-Montfort. Et je sais pas si tu as tout lu, mais il y a un des aïeux d'Angelina qui était maire de Bréal pendant la Révolution. C'est le père du père ou le grand-père du père. Et moi j'ai un ancêtre qui était maire de Mlès, et alors il s'est fait assassiner dans un bois à Vignoc de 17 coups de couteau. Ouais, mais ça compte pas. Ça Vengeance! Vengeance! Oui, mais ça Non, mais n'a rien à voir. Attends, Oustia, et oh. Ah bah il a plus de descendance, hein. Ils sont Ouais, tous ouais, éliminés. Quasiment. Alors, je vous raconte un petit peu l'histoire de ce livre et de ce collectage-là, et puis après on passe aux choses sérieuses. Donc, Alors, obligé de crier en fait, parce que. ouais. C'est pour attirer le monde qui passe dehors. Ouais, mais je suis obligé de le couvrir. Alors, Tu vois que tu veux pas être vu ton compte? juste pour vous dire, alors comment on a découvert ce document-là? Parce que si on a publié ce document-là, évidemment c'est qu'il est intéressant, mais c'est qu'on l'a découvert assez récemment aussi, parce que ça aurait très bien pu être publié depuis longtemps. Alors, on a d'abord eu l'occasion, alors grâce à Jean-Pierre Mathias qui est ici, là, le conteur, il m'avait demandé il y a quelques années, ça doit remonter autour de 2006, il me dit un jour, j'ai trouvé un petit bouquin de contes, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un pseudonyme, Contes de grand-mère, Contes de Basse-Bretagne et du Pays Gallo. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu as une idée qui ça peut être sur la Derwazoun? Parce que malgré le sous-titre, la Conte de Basse-Bretagne du Pays Gallo, en fait, le contenu, on s'aperçoit que c'est essentiellement du Pays Gallo ou exclusivement du Pays Gallo. Et notamment, il y a des indices qui laissaient penser que c'était la région de Rennes. Et quelques petits indices, voilà. Bon, pas moyen de trouver qui c'était sur la Derwazoun. Toi, tu avais même un autre nom là que tu avais recherché, Blot là. Ah ouais, mais non, parce que l'exemplaire de bouquin que j'avais était dédicacé à Madame Voilà. Blutz, et ça m'avait fait une fausse piste. Voilà, une fausse piste. En tout cas, on n'a pas moyen de trouver qui c'était sur la Derwazoun et pas moyen de savoir d'où venaient vraiment les contes parce que c'était pas assez explicite dedans quand même. Et quelques années plus tard, en 2010, donc, on avait fait avec Dastum une exposition sur Rennes en chanson, le sujet de toutes les chansons qui parlent de Rennes. Et on avait travaillé, nous on avait fait un disque, et le musée de Bretagne avait fait une exposition, et on découvre sous une vitrine un cahier de chansons qui était ouvert au milieu, avec une belle écriture, avec des partitions, qui s'intitulait « Chansons de grand-mère ». Chanson de grand-mère. Et il y avait un petit cartouche à côté qui donnait le nom de Duplessis, Madame Duplessis. Et alors en voyant Chanson de grand-mère, ça avait quand même fait tilt avec le titre Conte de grand-mère, là. Mais il n'y avait pas moyen de tourner les pages, c'était sous vitrine. Et donc, une fois que l'exposition était finie, j'ai pu aller feuilleter le cahier et voir un petit peu l'intérieur. Donc voilà comment ça se présente, l'intérieur du cahier.
une belle écriture, bien propre. Alors là, c'est pas très facile à lire parce que c'est le vidéoprojecteur, mais bon, c'est très belle écriture. Et avec les partitions. Et en feuilletant tout le cahier, on s'aperçoit que c'est que des chansons de tradition orale vraiment très intéressantes. Et il y a une introduction, une préface, et qui est signée par Angelina Duplessis. Angelina Duplessis, donc en fait, les initiales, c'était les fameux AD de Ader-Oizoun. Donc ça commençait à se confirmer. Et j'ai pu aller avec la personne du musée qui devait aller rendre le cahier à sa propriétaire, parce que ce n'était pas un cahier qui appartenait au musée, ça appartenait à une dame qui l'avait prêté, qui s'appelle Colette Maulion. Et cette dame donc me raconte l'histoire du cahier. En fait, c'est son arrière-grand-mère, Angelina Duplessis, qui avait écrit ce cahier et qui avait publié le petit livre de contes à compte d'auteur et qui avait été très peu diffusé. Il y avait eu a priori que quelques dizaines d'exemplaires du bouquin de publié. Alors ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai pu discuter avec elle et avoir des informations un petit peu sur la famille d'Angelina Duplessis. Alors ce qui est intéressant, c'est que, alors d'une part, les chansons et les contes sont tous très intéressants, c'est vraiment des chansons de tradition orale, des contes qu'on retrouve dans la tradition orale, dont on retrouve plein d'autres versions qui ont pu être collectées avant ou après. Donc le livre était publié en 1909, et le cahier, visiblement, datait des années avant un petit peu de ces années-là. Donc il y a énormément eu de collectage antérieur et postérieur, où on retrouve les mêmes versions des chansons, les mêmes versions des contes. Donc vous savez que les collectages sur la tradition orale en Bretagne, ils ont été faits essentiellement en milieu rural, en milieu populaire, et rarement en milieu urbain, et encore plus rarement en milieu bourgeois. Or, ce qui est intéressant, c'est que là, Colette Maulion, alors on s'en doute déjà parce que dit Angelina Duplessis dans sa préface, et ce que confirme l'arrière-petite-fille, Colette Maulion, c'est que c'est une famille de la bourgeoisie rennaise, et pas de la petite bourgeoisie, de la grande bourgeoisie rennaise. Donc son père, le père d'Angelina Duplessis, je vous parle un petit peu de la famille pour planter un peu le décor, parce que c'est quand même assez étonnant par rapport à ce qu'on connaissait jusque-là. Le père d'Angelina Duplessis, donc c'est Ange Bossard. Ange Bossard qui était donc natif de Verne-sur-Sèche, qui était issu d'une lignée de notables du sud de Rennes, Janzé, Saint-Armel, et cette région-là. Il avait un arrière-grand-père qui était de Bréal-sous-Montfort, qui avait dû être maire de la commune de Bréal pendant la Révolution. Donc c'était des notables depuis longtemps. Et lui-même était négociant en bois, et il a fait fortune dans le négoce du bois en apportant des bois exotiques, des bois précieux des pays du nord de l'Europe, d'Asie. Et il a fait fortune, d'après Colette Maulion, d'après l'arrière-petite-fille, il a fait fortune dans le commerce du bois pour les rails de chemin de fer, pour les traverses de chemin de fer. Donc là, du 19e siècle, ça a été un filon sans doute. Et donc, famille, donc, lui a vraiment fait fortune. À partir de lui, c'est devenu vraiment de la haute bourgeoisie. Il avait il utilisait les quais, là, ce qu'on appelle maintenant la cale du Guet-de-Beau, mais qui s'appelait à l'époque la cale Bossard, donc de son nom, hein, Ange Bossard. Et alors, moi, je ne sais pas bien situer, c'est dans le prolongement des quais quand on va vers Cesson, là. Ah oui, d'accord. Tu vois. Je ne sais plus le nom des rues exactement, on peut retrouver ça. Caroline, la collègue Adassu, m'a retrouvé des photos actuelles où on reconnaît cet immeuble-là, on peut situer assez Ah ouais, ça précisément. donne sur la rue Le Noir et compagnie, ça. Ouais. Donc, Et les baraques à droite sont en train de déconstruire. C'est ça. Ouais, c'est couvert, ça, c'est la partie couverte. Ouais. voilà, donc il y aurait des recherches à approfondir un petit peu pour en savoir plus, ce serait certainement faisable, hein, savoir quelle zone il utilisait exactement, mais en tous les cas, la cale Bossard, c'était vraiment lié à son activité habituelle. C'est comblé, c'est Ah, pas c'est dire comblé. quoi. Ouais, Ça veut dire quoi? Ah oui, parce qu'elle est dérivée vers les moulins. Oui. Bah, une cale, pour moi, c'est un endroit où on peut accoster les bateaux, décharger. Tu vois, un endroit. Donc là, cale Bossard. Et en 1885, il a tellement fait fortune qu'il achète le château du Bois de la Roche à Moron, donc château très important. Alors qui a été connu plus tard, qui est resté dans la famille et dans les descendants et tout ça, qui est resté longtemps dans la famille, qui vient d'être revendu, qui a changé vraiment de famille maintenant, mais pendant longtemps, les décennies qui ont suivi, il était connu pour être le château des nudistes. Le château des Tunus, comme disent les gens disaient les gens du pays. Le château des Tunus. Et alors, celui qui avait transformé ça en camp nudiste, c'était un des fils ou des petits-fils ou des neveux, je ne sais plus exactement, d'Ange Bossard, qui était, alors, Ange Bossard lui-même, il faut dire, était donc homme d'affaires, un négociant, a fait fortune, mais il était aussi artiste, il a fait de la sculpture, de la peinture, il y a certaines de ses œuvres qui ont encore été revendues récemment dans des ventes aux enchères, etc.
Et il accueillait ici dans ce château tout un milieu d'artistes qui venaient, il fréquentait tout un tas de gens du milieu artistique. Donc voilà, un milieu assez riche de rencontres. De rencontres. Ouais. Alors voilà, donc ça c'est le château du Bois de la Roche. Et donc Angelina Duplessis, donc du côté de sa mère, Elina Aubray, donc c'est pareil, j'ai pas tout l'arbre sous les yeux, là, ouais c'est pas grave, je vais faire ça de tête. Donc de la même façon, du côté de sa mère, c'était des familles de rentiers, de propriétaires, alors une lignée de notables du côté de Gahar cette fois-ci, avec des pères, grands-pères, arrière-grands-pères qui ont été maires de communes, secrétaires de mairie, adjoints au maire, voilà, un milieu encore très aisé, notable, propriétaire, rentier. Donc quand on regarde dans l'arbre généalogique un petit peu qu'on a reconstitué, c'est toujours des familles, on trouve comme métier rentier, des termes comme ça qui font rêver, quoi. Des gens, voilà. Et du côté de sa mère, Elina Aubray, donc il y a sa grand-mère Angélique Levanier et son arrière-grand-mère Anne-Marie Durand. Et alors là, c'est important parce que sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère, c'est d'elle que vient le répertoire qu'elle a recueilli, les chansons et les contes. Donc c'est pour ça qu'elle a intitulé son livre et son cahier Chansons et contes de grand-mère, parce qu'elle explique qu'elle tient le répertoire essentiellement de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Donc Anne-Marie, alors la grand-mère Angélique Levanier, elle descendait du côté de son père d'une famille de Malétroit, originaire de Malétroit, qui s'est implantée après dans le Puy de Fougères. C'était des propriétaires de moulins à papier, des négociants et fabricants de papier. Et du côté de la mère, Anne-Marie Durand, c'était une famille aussi qui descendait de fabricants de papier et qui avait des moulins qui ont été installés à une époque à Sourdeval dans la Manche. Voilà, donc l'arrière-grand-mère a vécu ses jeunes années dans la Manche, mais ses parents étaient originaires de Bretagne. Voilà, donc il y a eu des allers-retours, des mariages entre ces familles-là. Tout ça pour dire que Anne-Marie Durand, on est rendu au début du 19e siècle, et elle-même est née à la fin du 18e siècle, Anne-Marie Durand. Hein, donc ça nous fait remonter, pour le répertoire qu'elle a noté dans son cahier, là, ça nous fait remonter à la fin du 18e, au début du 19e siècle. Et on sait que c'était déjà une famille de notables ou de bourgeois, déjà 3-4 générations au-dessus d'elle, au-dessus d'Angelina Duplessis. Donc, si je continue, Angelina Duplessis, donc, née en 1857, elle se marie, alors on sait assez peu de choses sur sa jeunesse, puis je ne vais pas raconter toute sa vie, hein, vous lirez le bouquin, mais en tous les cas, évidemment, elle est élevée à Rennes, elle vit à Rennes, elle est élevée à Rennes dans un milieu très, très bourgeois. Elle se marie... Alors, un vieux bonhomme. Hein. Ah oui, mais c'est la seule photo qu'on a trouvée, mais il était plus jeune. Il avait 29 ans quand il s'est marié. Elle se marie, donc à quel âge Jean-Pierre? 21 ans. Ah oui, 21 ans, le jour de ses 21 ans. Voilà. Elle se marie le jour de ses 21 ans. Ça évite de dupliquer les anniversaires. Ah ouais, mais on n'a pas des photos de toutes les époques comme maintenant. Hein. On fait des photos tous les jours maintenant, mais non, pas là. Hein. Après, elle a acné. Non, c'est les mouches. Elle se marie avec Émile Duplessis. Et Émile Duplessis, c'est un... Émile Duplessis, qui c'est Émile Duplessis? La majorité à cette époque-là était non pas à 21 ans, mais à 25 ans. Oh oui, encore plus que ça, peut-être bien. Ouais. Elle a forcé son père. Ah oui, mais par contre, les mariages à cet âge-là, ça devait se faire. Il me semble bien. Elle se marie donc avec Émile Duplessis, qui est jeune notaire, qui va devenir un brillant jeune notaire avant d'être vieux. Et par contre, qui est une personnalité sur la place de Rennes, un brillant intellectuel qui va être très réputé, qui va fonder l'école notariale, qui va avoir des responsabilités, qui va être président de la chambre des notaires, ou je ne sais pas quoi, les organisations professionnelles, tout ça. Là. Donc, et il va écrire plusieurs ouvrages de droit, il va être un des précurseurs en droit public, d'après les spécialistes, il va écrire des choses en droit public, droit international, tout ça. Donc un intellectuel vraiment brillant, vraiment réputé, connu, quoi. Donc tout ça pour vous dire qu'on est vraiment toujours dans la haute bourgeoisie rennaise. Ils ont, entre autres enfants, ils ont une fille qui s'appelle Hélène Duplessis, voilà, 2 photos qu'on a retrouvées. C'est la terre. Hein? S'ils ont de la terre? Non, pas de
petite Célibataire. L'autre, si elle était célibataire. À cette époque-là, La vie, oui, on là, c'est déjà plus juste. Pas longtemps. Pas longtemps. Donc Hélène Duplessis elle-même va se marier avec quelqu'un qui va être président de la cour d'appel à Rennes, etc. Paul Moulion, Pierre Moulion, Paul Moulion. Voilà. Bon, j'arrête de vous donner des détails sur tout ça. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment une famille de la haute bourgeoisie. Et vous verrez dans le bouquin, je donne des petits extraits de citations d'un article de journal pour le mariage d'Hélène Duplessis. C'est extraordinaire. Il y a un article très très long qui raconte le mariage d'Hélène Duplessis, qui cite toutes les personnalités présentes au mariage, Madame ceci, Madame cela, en décrivant les toilettes, avec en détail toutes les descriptions des robes et tout, et ensuite qui décrit tous les hommes présents au mariage, et là ils ne décrivent plus les toilettes, ils donnent le titre des hommes. Préfet, procureur général, pas de ministre peut-être, mais que des rangs très très importants comme ça de la place de Rennes. Et donc un grand mariage évidemment, très très grande bourgeoisie. Voilà, tout ça pour vous planter un peu le décor. Et voilà, donc je vais avancer après. Donc tout ça pour vous dire que c'est une famille de la haute bourgeoisie, ça vous avez bien compris. Les chansons et les contes qu'on a dans le bouquin et dans l'ouvrage, quand on compare ce qu'a dit dans les préfaces des deux ouvrages et ce que raconte son arrière-petite-fille Colette Maulion, c'est clairement attesté, ils pratiquaient ces chansons-là et ces contes-là. C'est pas juste qu'ils se sont mis à faire du collectage auprès des paysans, comme ont fait beaucoup d'autres folkloristes au XIXe siècle. Là, c'est clairement établi qu'elle dit très clairement que sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère chantaient sans arrêt. Elle a passé beaucoup de temps auprès, elle a vécu avec sa grand-mère. Les contes venaient exclusivement de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère. Les chansons, beaucoup de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, mais aussi de son père, mais aussi de quelques autres membres de la famille, des branches un petit peu éloignées, des cousins. Donc, sa mère, d'Angelina Duplessis, a participé un petit peu à recueillir des chansons supplémentaires. Et puis elle l'a aidé à se souvenir des chansons de la mère et de l'arrière-grand-mère, de la grand-mère et de l'arrière-grand-mère. Donc vraiment du répertoire qui était pratiqué dans la famille. Et ça c'est très étonnant parce que jusque-là on a toujours dans l'idée que les chansons traditionnelles et les contes de tradition orale c'est plutôt chez les paysans. Ben non, là on est sûr que c'était pratiqué dans cette famille-là et on a l'attestation que ça a été pratiqué pendant au moins jusqu'à 7 générations, parce que d'Angelina Duplessis on remonte à son arrière-grand-mère. Et en descendant, on descend à sa fille Hélène Duplessis. Dans les préfaces, elle explique clairement qu'elle a noté les contes comme elle les a racontés à ses enfants, dont Hélène Duplessis. Donc elle dit bien qu'elle les a racontés et qu'elle n'a pas eu de mal à les noter puisqu'elle les avait déjà racontés souvent à ses enfants. Et Hélène Duplessis, elle nous dit... non, on n'a pas d'écrit d'Hélène Duplessis, mais Colette Maulion, qu'on a rencontrée, qui possédait le cahier, c'est donc la petite fille d'Hélène Duplessis. Voilà, et elle a des souvenirs très précis, Colette, elle a des souvenirs très précis de sa grand-mère qui chantait des chansons, qui racontait des contes. Voilà, elle a des souvenirs très précis de ça. Elle dit bien que dans la famille, il y avait le livre et le cahier qui étaient connus, qui étaient disponibles, mais elle précise bien que quand la grand-mère racontait les contes, elle ne lisait pas le livre pour lire les contes, elle racontait oralement, et les chansons, elle les chantait. Quelquefois, elle les chantait en s'accompagnant au piano d'ailleurs. Voilà, parce que c'est une culture bourgeoise, il y a du piano, mais voilà. Voilà. Alors après, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer tout ça, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans le cahier, il y a une présence du galop qui n'est pas négligeable, à la fois dans les chansons et à la fois dans une partie des contes, les derniers du livre surtout, là. On sent que c'est du galop qui a vraiment été vécu, entendu, sans souci. Et elle, Colette Maulion, elle-même a été docteur en droit, elle a travaillé comme... direction ou directrice adjointe d'une grande banque à Paris, elle est revenue en retraite en Bretagne, dans un des